urétrale, donc tout ce qui regroupe la chirurgie endoscopique de l'hyperplasie bénigne de prostate. Et vous voyez que c'est quand même considérable parce que c'est plus de 65 000 interventions chirurgicales par an en France, avec une diminution constante de la durée moyenne de séjour, qui est actuellement un tout petit peu supérieure à 3 jours, et des pourcentages effectivement de décès qui sont extrêmement faibles, c'est ce qui vient d'être dit. C'est vrai pour la chirurgie ouverte, mais c'est vrai aussi pour la chirurgie endoscopique. Voilà, les patients sont opérés à peu près à l'âge de 72 ans actuellement en France. Donc si on s'intéresse maintenant à la chirurgie ouverte, on voit effectivement qu'elle est en perte de vitesse en France. Donc là, vous voyez sur les 6 dernières années, on passe de quasiment 7 000 interventions en 2015 à seulement 4 000 en 2021. Donc il y a une vraie diminution, probablement en grande partie grâce au développement des techniques d'énucléation endoscopique laser, dont on va parler juste après. On voit quand même aussi, et c'est important de le souligner, que même si on peut espérer que les choses se passent toujours sans complications, les durées moyennes de séjour des patients qui ont des adénomectomies, que ce soit par Méline ou par Rinchak, elle est quand même très significativement supérieure à celle que l'on avait avec la chirurgie endoscopique. On était à un peu plus de 3 jours avec la chirurgie endoscopique, et avec la chirurgie ouverte, on est au minimum à 5 jours quand il n'y a pas de complications, et dès qu'il y a des complications, quand on passe à des niveaux supérieurs, vous voyez, on arrive à des durées moyennes de séjour de presque 10 jours, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas très habituel actuellement dans la chirurgie urologique en France. Il y a très très peu d'interventions pour lesquelles les gens restent 10 jours en moyenne. Et même effectivement, quand on fait une prostatectomie totale maintenant, qu'elle soit par chirurgie ouverte ou par chirurgie robotique, les gens restent moins longtemps que ça. Donc ça reste une chirurgie qui n'est pas quand même si simple que ça. Peut-être que c'est parce qu'on la maîtrise moins bien, que vous ne le faites, mais peut-être aussi quand même qu'elle est pourvoyeuse de complications un petit peu différentes. Donc on a développé effectivement des techniques laser. Ici c'est le green light, la vaporisation green light. Vous voyez environ 11 200 interventions en 2021, avec un pourcentage d'ambulatoire qui n'est pas négligeable, qui fait environ un quart, un peu moins d'un quart des patients, et des durées moyennes de séjour qui sont inférieures à celles de la chirurgie endoscopique globale. Vous voyez, 2 jours en moyenne pour ces patients qui ont de la vaporisation green light. DOLEP, c'est à peu près pareil, des durées moyennes de séjour environ de 2 jours également. Par contre, un pourcentage d'ambulatoire qui est plus faible, probablement en raison d'une capacité d'hémostase un petit peu moins bonne que celle de la vaporisation green light. On peut faire aussi des énucléations avec le thulium, et ça donne à peu près les mêmes résultats, et on peut le faire, et là ça devient intéressant aussi dans un contexte économique un peu plus restreint, on peut le faire aussi avec un résélecteur bipolaire, euh, y compris avec des anses tout à fait classiques. Moi je l'ai fait avec des anses de résection classiques, je l'ai fait même avec des anses monopolaires, quelquefois des énucléations endoscopiques. Et donc on peut faire des énucléations bipolaires. En France, c'est à peu près 2000 cas par an, avec là encore des durées moyennes de séjour qui sont tout à fait similaires. Voilà, donc effectivement, la chirurgie de l'hyperplasie bénigne de prostate en France, elle a beaucoup évolué. On fait, certains centres prônent beaucoup la chirurgie robotique pour ça. Moi, j'en ai fait un peu et puis j'ai totalement abandonné au profit des techniques endoscopiques. On peut faire cette vaporisation au green light. Je ne sais pas si certains centres sont équipés en Tunisie ou pas. On peut faire euh, on va avancer de la vaporisation bipolaire. Donc là, c'est une technique qui s'apparente un peu au green light, mais avec un coût qui est bien moindre quand même, puisqu'il y a juste le coût de l'électrode qui doit valoir une centaine d'euros, je crois, à peu près. On peut faire évidemment des énucléations au laser, mais donc là, il faut avoir un laser holmium. On s'est aperçu néanmoins que, alors qu'on pensait qu'il fallait des lasers extrêmement puissants ces dernières années, on s'est aperçu que des lasers de bien moindre puissance pouvaient être tout à fait suffisants pour faire cette intervention-là. Et donc, quand ils sont moins puissants, ils sont aussi moins chers et souvent un peu moins sujets à des dysfonctionnements techniques. Et puis on peut faire ça avec des énucléations bipolaires. On va revenir dessus après. Euh, voilà.
Alors, moi, ce que je voulais vous montrer un certain nombre de choses. D'abord, peut-être un film sur les nucléations bipolaires que je vais vous commenter en direct. Ensuite, on va parler des nucléations holmium avec différentes techniques. Et puis ensuite, je vous parle des techniques mini-invasives. Donc ici, c'est une énucléation bipolaire que j'ai effectuée avec une technique relativement classique en trois lobes. Vous avez, c'est du matériel Karl Storz que j'utilise de manière habituelle. On commence par une petite incision cervico-prostatique, disons, qui va nous permettre d'ouvrir le plan au niveau de la région à côté du verumontanum. Vous voyez, c'est une prostate de 50 cc. Euh, et voilà, donc là on a le verumontanum et donc on va inciser la muqueuse à cet endroit-là et on retrouve avec ce type de technique quelque chose qui est assez agréable avec le courant bipolaire, c'est-à-dire que c'est vraiment une capacité d'hémostase qui est très bonne, très rapide, très directe. Donc c'est assez facile de maîtriser les saignements. Par contre, vous voyez que cette électrode-là, eh ben, elle coupe les tissus, mais elle les fusionne aussi un petit peu. Et donc, on va avoir besoin d'exercer une action mécanique pour ouvrir le plan. On ne va pas pouvoir l'ouvrir comme on le fait avec le laser enfin, grâce au courant d'eau qui est devant le laser et un peu comme par hydrodissection. Euh, voilà. Alors là, donc on pousse hein, sur le plan de nucléation et on va le trouver. Et donc, effectivement, bah, l'objectif, c'est de reproduire ce que l'on fait, ce que l'on faisait en chirurgie ouverte, dans le même plan que celui de la chirurgie ouverte. Là, on est toujours dans la région du périmontanum. On commence à voir le lobe prostatique là, qui se décroche au niveau de l'apex. Et donc, on va tourner tout autour de ce lobe prostatique pour les nucléer en totalité. Voilà, et donc on est obligé effectivement d'associer des temps où on pousse de manière très mécanique, c'est ce que l'on voit là, avec d'autres périodes où on va faire de la coagulation. Je vais avancer un tout petit peu le film pour pas que ça soit quand même trop long. Donc là, on est sur la face antérieure de l'adénome. On a fait tout le tour de l'apex déjà. Et donc, on va progresser progressivement, voilà, jusqu'au col de la vessie qui vient d'être ouvert là. Et ensuite, eh ben, on peut terminer cette énucléation en sectionnant les fibres du col de la vessie qui, elles, ne vont pas s'ouvrir spontanément, et puis en terminant par la face postérieure. Et c'est de toute façon à peu près toujours comme ça que je fais, quelle que soit l'énergie utilisée. On fait d'abord l'énucléation des faces latérales et antérieures, et on termine à la face postérieure, qui est la plus dangereuse, entre guillemets, parce que si on se trompe de plan sur la face postérieure, on peut se retrouver en arrière de la vessie, dans la région du trigone, et faire des lésions des urtères. En tout cas, c'est la théorie. C'est arrivé qu'il y ait des coagulations des meilleurs hétéros dans notre service il y a une dizaine d'années, mais il y a vraiment maintenant extrêmement rarement des problèmes avec ça. C'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé si on fait attention à terminer par la phase postérieure et pas à commencer par là pour ne pas se trouver dans ces difficultés-là. Voilà. Alors, bon, on va avancer là-dessus, mais je voulais quand même bien vous montrer ce film d'énucléation bipolaire parce que ça, pour le coup, c'est quand même une technique que vous pouvez assez facilement reproduire, même avec des moyens limités, hein, sans nécessité d'acheter du matériel, puisque j'imagine que certains centres, en tout cas, sont déjà équipés de résécteurs bipolaires euh, pour les avantages qu'on connaît avec l'absence d'utilisation de glycocol en particulier. Voilà. On va passer à la suite. Donc, en ce qui concerne les techniques laser, qui sont des techniques qui finalement sont plus anciennes hein, que ces techniques d'énucléation bipolaire, puisque ça a été décrit pour la première fois par Peter Gilling vers 1995. Donc, la première publication date de 1995. Et donc, c'était une technique qui était en trois lobes. On commençait par faire une incision
euh, cervico-prostatique. On faisait une incision en haut, on enlevait le lobe prostatique droit, ensuite le lobe prostatique gauche, le lobe médian, et donc on énucléait les différentes parties de la prostate indépendamment les unes des autres. Elles étaient toutes refoulées dans la vessie, et une fois qu'elles étaient dans la vessie, eh ben, on utilisait le morcellateur qui a beaucoup évolué aussi, lui, parce qu'il y avait au départ des morcellateurs qui étaient relativement dangereux et qui ont conduit à des accidents sur la vessie, des perforations vésicales. Le matériel a quand même progressé et actuellement, on a à la fois des endoscopes qui sont plus petits, avec des charrières maintenant qui peuvent être des charrières 22, donc c'est assez fin, et des morcellateurs qui sont plus efficaces et moins dangereux que ce que l'on avait au départ. Donc, quand on fait une technique en 3 lobes, donc j'ai essayé de vous détailler un tout petit peu l'intervention pour que, en tout cas, des points clés. On commence toujours à côté du verumontanum en énucléant l'apex. Donc, l'apex est ici, la base est là. On commence comme ça, on énuclée l'apex, donc d'un côté ou de l'autre, après avoir fait une petite incision de la muqueuse. Donc, on est juste à côté du verumontanum. On incise la muqueuse urétrale à cet endroit-là. On n'a vraiment pas besoin de l'inciser très profondément. Et donc, une fois que la muqueuse va être incisée, eh ben, on va utiliser la force mécanique pour pousser. Vous voyez qu'il y a vraiment une toute petite incision de la muqueuse. On pousse et ce plan, ici, à côté du verumontanum, va s'ouvrir tout seul, extrêmement facilement, sans difficulté. Et c'est ce plan-là qu'on va chercher à suivre pour le reste de l'intervention. Donc, on a vraiment, au départ, fait une toute petite incision à côté du verumontanum et on exploite cette incision avec une énergie mécanique avant ensuite de reprendre le laser pour pour poursuivre la dissection. Et on voit assez facilement là que l'effet est différent de celui du bipolaire tout à l'heure qui avait tendance à fusionner un peu les tissus. Vous voyez qu'ici, au contraire, le laser, quand on coupe des fibres, mais ça ouvre le plan au fur et à mesure grâce à la colonne d'eau qui est déplacée. Donc c'est un effet qui est un peu différent et qui est plus agréable. Une fois donc qu'on a libéré l'apex et la partie latérale de la prostate ici, il est plus simple d'essayer de repasser par-dessus plutôt que de reprendre au milieu et de retrouver le plan, parce que si on fait ça, on va se retrouver régulièrement dans des plans qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc on poursuit en fait la dissection, on reste dans le même plan, on poursuit la dissection et on essaye de passer la ligne médiane et de repasser au-dessus de l'autre lobe. Donc c'est ce qu'on voit ici. On est ici sur le côté gauche, donc à droite de l'image. On passe en avant de la prostate et on va traverser la partie médiane et se retrouver au-dessus du lobe de l'autre côté. Donc vous voyez que là, on voit les fibres là, qui commencent à redescendre et on descend au-dessus du lobe de l'autre côté. Vous voyez toute la partie antérieure de la capsule prostatique. Et on voit bien là cet aspect arrondi de la capsule prostatique et on voit qu'on est en train de redescendre au-dessus du lobe controlatéral. Voilà, donc là, on a disséqué la partie latérale gauche de la prostate, donc à droite de l'image, la partie antérieure, et là, on va perforer les dernières fibres qui nous permettent de rentrer dans la vessie en avant, on est en avant du lobe prostatique, et donc c'est à cet endroit-là que c'est le plus facile et en même temps le plus sécurisant de retrouver le plan vésical, parce qu'il n'y a pas les méandres urétéraux, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a libéré l'apex du côté gauche, on a libéré la face antérieure, on a commencé à libérer au-dessus du lobe prostatique contralatéral. Et là, il faut inciser au milieu pour récupérer ce plan que l'on a déjà ouvert au-dessus. Donc on est donc dans la vessie, dans l'urètre prostatique, là, et vous voyez, on incise à midi. Donc comme je vous le disais, pour essayer de récupérer le plan qui est au-dessus. Donc on va séparer les deux lobes, inciser pour récupérer le plan. Je suis désolé si vous entendez mes enfants, là, parce qu'ils sont un petit peu énervés. Alors, donc là, voilà, vous voyez, on a retrouvé le plan qui a déjà été disséqué à la face antérieure de la prostate. Et ça fait gagner du temps parce que ça évite de se chercher
d'essayer de rejoindre les plans qui peuvent qui peuvent toujours être dans une épaisseur un tout petit peu différente. Le fait d'avoir passé la ligne médiane et ensuite d'aller tout droit pour retrouver ce plan-là, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus sécurisant. Et donc une fois bah, on est allé par en dessous, on est remonté, ensuite on est passé par là, par au-dessus, et ben maintenant on va redescendre, on va terminer de faire le tour et terminer de libérer le lobe complètement en rejoignant nos différentes incisions. Et ce lobe, bah, progressivement, on va le faire basculer dans la vessie en coupant les dernières attaches de la muqueuse urétrale au niveau de l'apex. Voilà. Et donc ce lobe-là, maintenant qui vient d'être libéré au niveau de l'apex, et ben on le pousse dans la vessie, il bascule dans la vessie, on va faire la même chose de l'autre côté. Et puis l'intervention va se faire comme ça avec cette technique en 3 lobes. Donc ça, c'est la technique classique. L'avantage, bah, c'est que si on est un peu perdu, que ça a pris trop de temps, bah, éventuellement on peut s'arrêter en cours d'intervention avec seulement le lobe médian qui a été nucléé ou le lobe médian plus le lobe gauche. Et, voilà, ça permet dans une phase d'apprentissage éventuellement de faire les choses par étapes. Et à ce moment-là, on fait une résection plus classique du lobe qui reste, par exemple. Néanmoins, on s'aperçoit que ça met en tension de manière un petit peu plus importante les fibres de l'urètre au niveau de l'apex et du sphincter urinaire, et que ça peut entraîner une incontinence urinaire transitoire chez un certain nombre de patients. Vous en avez parlé tout à l'heure, notamment dans les phases d'apprentissage. Ce n'est pas le cas quand on maîtrise bien les choses, mais quand on apprend au départ, ça peut être le cas. Ce sont des incontinences qui récupèrent, mais qui peuvent durer quelques mois et qui sont assez désagréables pour les patients. Donc, pour pallier à ça, et maintenant, c'est comme ça qu'on apprend les choses dans notre service à tous les internes, on peut faire une technique monobloc. Et donc, on va, dans cette technique monobloc, libérer dès le départ de l'intervention toute la tâche de l'adénome à l'urètre. On va sectionner complètement de manière circonférentielle la muqueuse urétrale avant de poursuivre la dissection. Et ensuite, la dissection, elle va être faite de manière assez similaire à ce qu'on vient de voir là. Donc je vous montre un film également, en tout cas le début du film. On n'est peut-être pas obligé de voir tout, mais alors, donc là on est donc, on explore au début de l'intervention. Vous voyez un petit lobe médian. On va reculer dans l'urètre. On se retrouve donc à côté du verumontanum et on va démarrer à côté du verumontanum de manière assez classique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Souvent, moi, je commence avec un peu de coagulation, comme ça évite que ça saigne trop. Mais on peut commencer en section directement. C'est pas du tout, il n'y a rien de figé là-dessus. Donc, en tout cas, on incise la muqueuse urétrale et on va, comme je vous ai montré tout à l'heure, dès qu'on aura incisé la muqueuse, libérer le plan de manière mécanique pour trouver le plan en arrière des apex. Voilà, donc là on est en arrière de l'apex prostatique droit, donc à gauche de l'image. Vous voyez que mécaniquement on ouvre ce plan. Et on l'ouvre sur quelques centimètres, hein, juste histoire d'avoir un petit peu de liquide d'irrigation qui va passer et qui va permettre d'y voir bien. On fait pareil de l'autre côté, et puis dès qu'on va avoir fait ça, on va revenir dans la lumière de l'urètre et on va inciser la muqueuse urétrale pour terminer de l'ouvrir complètement jusqu'à la face antérieure et éviter que ça tracte sur l'urètre à cet endroit-là et donc sur la zone sphinctérienne, ou que ça fasse des petites déchirures de la muqueuse urétrale vers l'arrière qui vont mettre du temps à cicatriser et conduire à des petites incontinences urinaires transitoires. Voilà, donc là, vous voyez, les deux apex se sont libérés en arrière, on voit très très bien, et donc on va maintenant terminer l'incision de la muqueuse sur les apex pour libérer complètement la muqueuse de l'adénome et permettre de poursuivre ensuite la dissection. Vous voyez cette muqueuse là qu'on incise, on l'incise vraiment, on ne cherche pas à l'inciser à la jonction avec l'urètre, on l'incise carrément sur l'adénome, comme ça on est bien à distance du sphincter, ça ne pose aucun problème, c'est pas du tout difficile de faire ça.
Voilà, donc la muqueuse étant incisée, ensuite on va terminer l'énucléation. Je ne vais pas vous montrer tout le film, mais on va terminer l'énucléation en tournant tout autour. Vous voyez là, on termine d'inciser la muqueuse, pouf, et là l'apex est complètement libéré. Et donc on va pouvoir tourner tout autour de l'adénome, depuis le bas vers le haut jusqu'au col de la vessie, pour ouvrir le col de la vessie en avant comme on a fait tout à l'heure, et terminer ensuite par la face postérieure comme je vous ai montré aussi tout à l'heure. Donc, on ne va pas forcément revoir ce film en entier. Voilà. Alors, l'énucléation au laser holmium, c'est une technique qui a été comparée à la fois à la résection endoscopique, à la dénomectomie par voie haute, hein, dans des études randomisées. Effectivement, bah, ces études randomisées, c'est pas toujours le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie chez des patients avec des chirurgiens qui sont en cours d'apprentissage, avec des patients qui n'ont pas forcément des prostates de taille sélectionnée et de forme sélectionnée comme c'est le cas dans les études. Vous voyez, ici, on a respecté complètement la muqueuse, hein, et on voit que l'adénome est derrière, il est en train d'être refoulé, mais la muqueuse de l'urètre, elle est intacte, et donc il y a très très peu de risque de problème d'incontinence. Voilà, donc en tout cas, clairement, le laser holmium, il a montré dans des études randomisées une supériorité par rapport à la fois à la résection endoscopique et une équivalence en termes de résultats fonctionnels avec la chirurgie ouverte, ce qui fait qu'actuellement, c'est une technique qui, effectivement, quand elle est disponible, doit être proposée plutôt que de faire de la chirurgie ouverte, puisque les risques de complications, les durées de séjour, les risques de saignement sont quand même inférieurs avec cette technique-là. C'est ce qui a été montré dans ces différentes études. Voilà pour ce film. Bon, donc je ne vais pas vous bassiner avec tous les résultats des différentes études sur l'énucléation endoscopique. Si vous voulez, on prend quelques minutes pour discuter avant de passer aux alternatives. Comment vous voulez faire?